la répercussion du conflit ukrainien se sent beaucoup moins en Amérique latine qu'en Europe, par exemple. Hein, personne n'est venu mettre une bombe dans un gazoduc qui alimentait l'Europe par du gaz russe, par exemple. Ce n'est pas le cas ici. L'Amérique latine est un peu plus loin, évidemment, et ça se ressent, alors d'une part dans le commerce de tous les jours, on va dire, et puis ça se ressent dans la propagande. Ici Victor, et au programme de ce soir, ce sera l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. Alors, on va parler de la place de l'Amérique du Sud dans la géopolitique mondiale. Il y a eu récemment, surtout avec le Brésil, beaucoup de choses à dire. Ces troubles, comment sont-ils combattus et les perspectives futures, un peu de prospective sur certains pays qui semblent sortir du lot, ou en tout cas, qui ont eu une actualité plus ou moins croustillante ces derniers temps. Pour nous en parler ce soir, il y a Romain Migus ce soir qui est présent. Alors Romain, vous êtes auteur, vous êtes journaliste, vous avez fondé le site lesdeuxrives.info, qui est un site d'information sur ce qui se passe réellement là-bas en Amérique latine et en Amérique du Sud. Et à ce titre, on peut vous dire que vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. Alors bonsoir Romain, comment ça va ? Ben, écoutez, ça va très bien. Merci à vous, merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous suivent sur le Twitch du Cercle Aristote. Maintenant que la perche m'est tendue, pour nous soutenir sur le Twitch, n'hésitez pas à envoyer des subs, un maximum. N'hésitez surtout pas, c'est ce qui nous rémunère le plus au cercle, c'est ce qui nous aide encore une fois à produire de meilleurs contenus avec de meilleurs intervenants toujours, etc. etc. Les parutions aussi, donc les nouvelles parutions, on en a un peu parlé dans le grand entretien avec Pierre-Yves la semaine dernière, mais il y a François Martin qui sort chez nous aux éditions Perspectives Libres, l'Ukraine, un basculement dans le monde, un sujet plus ou moins d'actualité. Salsa Bertin qui lance un traité du survivalisme à la française, Vivre autonome, le survivalisme à la française. Et il y a bien évidemment nos autres bouquets, nos autres livres sur le site du Cercle, auquel je vous enjoins à vous rendre et à, si jamais vous le voulez, faire un petit cadeau à votre dulcinée. Elle en sera bien heureuse. Le rendez-vous du lundi aussi, donc il n'y en a pas eu lundi dernier parce que c'était férié, mais cela reprend lundi prochain, toujours même adresse, 10 rue Croix des Petits Champs, à proximité du Louvre et du Palais Royal. Les recrutements aussi, donc nous recrutons un graphiste, un chargé des expéditions, un chargé des conférences et un gestionnaire Facebook, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez intégrer le cercle, rejoignez le site tout simplement et tout sera marqué là-dessus. Et aussi, dernier point, avant de passer à l'interview, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, c'est 100% gratuit. Une newsletter qui comprend justement aussi certains des points que l'on va évoquer aujourd'hui, mais une newsletter vraiment globale sur l'actualité géopolitique, ce qui se passe dans le monde, quelque chose de très fourni, d'une dizaine de pages à chaque fois. C'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien. Alors n'hésitez pas. Voilà, je vais faire ma petite page. Bon, Romain, je vous ai déjà dit bonsoir. Je vais vous ouvrir le débat rapidement sur une question très simple. Quelles sont les répercussions de la crise ukrainienne sur l'Amérique centrale, latine, du Sud, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voyez comme répercussions et comme conséquences? Alors, bonjour, ben déjà, merci de m'avoir invité. Salut à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, écoutez, alors je dirais ça dépend. Non, ça dépend de plusieurs choses. D'une part, dans le temps, ça dépend aussi du pays. Et puis, ça dépend de l'évolution de ce qui s'est passé aussi sur le sol ukrainien. Alors, je m'explique. Comme tous les pays du globe, le choc qui a représenté le début, en tout cas, du conflit ukrainien et des spéculations qui s'en sont suivies, a eu des répercussions autant en France qu'en Amérique latine. On se rappelle, par exemple, que dans les mois de mars, avril, mai,
en Amérique latine, il y a eu une inflation assez soutenue et soudaine sur les produits céréaliers, sur certains produits de première nécessité et aussi sur le prix de l'essence. Qu'en est-il un an après? Alors, ça s'est à peu près stabilisé, non? Évidemment, ça touche de manière différente les pays en fonction de leur dépendance au commerce extérieur russe et surtout à la manière dont ils ont réagi. Encore une fois, je m'explique. Prenons un pays comme le Pérou, par exemple. Le Pérou, 50% de ses engrais azotés venaient de Russie. Le Pérou est une colonie, donc n'a pas de politique extérieure propre. Donc, quand il y a eu ce schisme, on va dire, cette scission où il fallait immanquablement se situer dans un camp, c'est-à-dire soit on continue à commercer avec la Russie, puis la Russie n'avait aucun problème avec commercer avec le Pérou, y compris avec des modes d'acheminement, on va dire, quelque peu différents. Sauf que les institutions péruviennes ont tardé, on ne savait pas trop sur quel pied danser, si elles n'allaient pas rendre inconforme un peu les relations avec les États-Unis, etc. Et puis, du coup, elle s'est retrouvée un petit peu dans le besoin. Donc, après, ils ont voulu aller chercher des engrais au Maroc, mais dans le même temps, juste avant, Castillo avait connu la République sahraoui, donc ça, le Maroc, ça ne les pas rigoler, etc., etc. Bon, ça, c'est le cas particulier, par exemple, du Pérou. Mais dans la majorité des cas, le commerce s'est maintenu, surtout pour ce qui est des engrais, évidemment. On va prendre ça. Il y a des pays, évidemment, alors je ne parle pas, par exemple, du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba, qui, eux, savent très bien et vivent dans leur chair, vu qu'ils sont soumis à un blocus des pays occidentaux depuis maintenant de nombreuses années. Ils savent très bien, et donc ça n'a pas, on va dire, de perturbations plus amples sur leur commerce extérieur, mais finalement, ça s'est équilibré aussi pour d'autres pays plus importants de la région, comme l'Argentine, le Brésil, le Mexique. Donc, finalement, la répercussion du conflit ukrainien se sent beaucoup moins en Amérique latine qu'en Europe, par exemple. Personne n'est venu mettre une bombe dans un gazoduc qui alimentait l'Europe par du gaz russe, par exemple. Ce n'est pas le cas ici. L'Amérique latine est un peu plus loin, évidemment, et ça se ressent. Ça se ressent, alors d'une part, dans le commerce de tous les jours, on va dire, et puis, ça se ressent dans la propagande. Dans quel degré de folie et de propagande l'Europe est soumise par rapport à ce conflit, ou même une position modérée devient l'objet de réprobation, ce n'est pas le cas en Amérique latine. Il y a une liberté de parole, et je dirais même, on s'en fiche un peu, en réalité. Ce n'est pas le sujet principal, ce n'est pas du tout le sujet principal. Alors, ça occupe, évidemment, les news, on va dire, mais pas de la même manière qu'en Europe. Et puis, encore une fois, cela dépend du pays dans lequel on se trouve. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit la naissance d'un monde multipolaire, c'est-à-dire que la domination occidentale est vécue dans la plupart des pays du Sud comme déjà un fait, la fin de la domination occidentale. Toutefois, il existe encore des foyers de résistance à la naissance de ce monde multipolaire qui est dans les classes dominantes, qui se conçoivent comme occidentales ou descendantes de l'hégémonie occidentale, et donc dans certains médias. Alors, il y a certains médias qui vont répéter textuellement parlant la propagande que l'on peut avoir en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. Voilà. Si vous allez dans des pays qui, eux, sont contre-hégémoniques, comme le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, y compris certains médias argentins, certains médias publics argentins, là, le discours va être radicalement différent. Radicalement différent. On va revenir aux sources, à l'Euromaïdan, au non-respect des accords de Minsk, à la menace militaire que faisait peser l'OTAN sur la Russie, etc. Donc, c'est-à-dire que les gens ont une autre information et vont mettre dans un contexte où il y a, c'est absolument vrai de le dire, une certaine animosité par rapport à un Occident qui a fait souffrir le continent pendant très longtemps, et une certaine neutralité ou
neutralité amicale pour ce nouveau monde naissant dans lequel, évidemment, la Russie fait partie. Voilà, c'est à peu près comme ça que les choses se voient depuis l'autre côté du mur. D'accord. Et les peuples dans tout ça, parce qu'on vient de dire qu'on parlait des médias et de la propagande, les peuples dans tout ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils pensent de cette guerre ou pas? Non, comme je vous le dis, ce n'est pas le sujet principal. Alors, vous avez des peuples qui vont être beaucoup plus politisés. Je pense particulièrement aux Vénézuéliens, aux Cubains, qui, eux, vont vous expliquer par A plus B, effectivement, la généalogie même du conflit ukrainien actuel. Mais dans la plupart de l'Amérique latine, ce n'est pas le cas. C'est loin l'Ukraine. C'est loin. Hein, il y a un océan à traverser. L'Ukraine, c'est que je ne vous dise pas de bêtises, par exemple, parce que c'est à peu près à minimum 24 heures d'avion. Vous voyez, donc c'est pas le sujet qui anime les personnes. Alors, on a pu voir, par exemple, moi j'ai vu ça dans une manifestation il y a quelque temps contre le gouvernement en Haïti, ou y compris au Pérou. J'ai pu voir ça dans une manifestation où il y a des banderoles Poutine sauve-nous, etc. Bon, alors pour le cas d'Haïti, je ne sais pas, mais je pense, par rapport à quelques contacts que j'ai, que, y compris, ça reste minoritaire. Au Pérou, ça l'est aussi. Toutefois, encore une fois, que se passe-t-il, en tout cas dans le cas du Pérou? Il se passe que depuis 200 ans, les puissances du Nord, ou actuellement les transnationales minières, pillent le pays, non? Et donc, elles sont associées à l'empire américain, et donc les gens voient que leurs conditions de vie misérables sont le résultat du pillage de leur pays par l'Occident. Donc, par ricochet, une minorité de personnes aurait tendance à soutenir, on va dire, la Russie. Mais au-delà de ces manifestations très minoritaires sur le continent, parce que les gens s'en foutent, au niveau du continent, au-delà de ça, il y a véritablement cette conscience de la spoliation faite par les pays occidentaux, l'Empire américain en tête, l'Empire états-unien en tête, et donc une adhésion à ce nouveau monde multipolaire en gestation dont, à mon avis, nous allons reparler durant cette émission. Eh bien, effectivement, et je pense que je vais saisir la perche que vous me tendez pour continuer. Oui, elle était grosse. Elle était belle, elle était très belle. Récemment, on peut dire que, presque d'un commun accord, les pays d'Amérique centrale et du Sud ont refusé de donner des armes à l'UE, enfin à l'Ukraine, dans ce conflit. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme s'ils avaient choisi leur camp, pour faire justement référence aux BRICS que vous évoquiez à demi-mot? Oui. Est-ce qu'ils ont choisi leur camp ou est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que c'est plus du pragmatisme politique? Non, ils ont choisi le camp de la paix. Je crois qu'il y a une phrase du président Petro, donc le président colombien, qui a dit, alors il aurait pu juste dire nous n'envoyons pas, mais la phrase est intéressante. Il a dit exactement je préfère que nos armes, parce que les armes demandées étaient des armes russes, non? Pour que les Ukrainiens savent s'en servir, etc. Et Petro a dit je préfère encore que les armes que nous possédons finissent à la ferraille que de les donner pour aller prolonger une guerre absurde. Donc, c'est une position pour la paix. Mais pas seulement. Il y a plusieurs années, les pays d'Amérique du Sud se seraient totalement alignés sur l'ordre états-unien d'envoyer des armes. Donc, il y a aussi la conscience de créer un nouveau monde et de ne plus être à la botte de l'empire états-unien et des vassaux, de la même façon que pour aller très vite, les pays d'Amérique du Sud, il y a 30 ans, auraient réagi de la même façon que les vassaux européens de l'empire états-unien en ce moment. Ce n'est plus le cas. Et donc, évidemment, c'est à prendre en compte. Pourquoi ce n'est plus le cas? Précisément parce que les pays n'ont pas envie d'être entraînés dans une guerre avec les conséquences que ça peut avoir, n'ont pas du tout envie d'être co-belligérants
et donc d'être ennemi de la Russie, et par ricochet de la Chine, et par ricochet d'être exclu de ce nouveau monde multipolaire en gestation. Voilà, c'est très simple. Et donc, est-ce que, de manière générale, alors on zoomera vraiment à l'échelle locale juste ensuite dans la prochaine partie de l'interview, mais quels seraient les intérêts qu'auraient justement ces pays d'Amérique à prêter allégeance plus ou moins aux puissances émergentes, aux BRICS justement? Quel serait leur intérêt? Pourquoi délaisseraient-ils les États-Unis? Alors, le premier intérêt, c'est qu'avec les BRICS, avec la CELAC, voire dans les relations avec la Russie ou avec la Chine, personne ne prête allégeance à personne. Non, cela se fait dans un respect du droit international, avec des principes d'égalité et non plus des principes de soumission ou hégémonique comme les relations avec l'empire états-unien. Donc déjà, il y a une certaine souveraineté, économie ou une autonomie qui est revendiquée par les politiques extérieures de la plus grande majorité des pays d'Amérique latine, avec quelques exceptions notables, des foyers de résistance coloniale. Mais en tout cas, le mouvement global est à l'intégration régionale, le retour de l'intégration régionale, c'est-à-dire de privilégier d'abord les relations et la coopération dans les pays d'une même région, au sein d'une même région, et évidemment d'additionner les forces à la consolidation des BRICS, puisque dans les BRICS, le B de BRICS, c'est Brésil, et donc il y a déjà une puissance latino-américaine qui est le moteur de ce nouveau monde multipolaire. Donc voilà, je rajoute qu'il y a donc quelques jours, quel jour on est, le 13, je crois que c'est le 6 avril 2023, le Brésil et l'Argentine c'est 2 jours avant, le 4, ont adhéré de nouveau à UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, qui était un organisme d'intégration des pays d'Amérique du Sud, qui avait été dynamité par les différents gouvernements néolibéraux et néocoloniaux qui s'étaient imposés autour des années 2015-2020 et qui, évidemment, sur ordre et sur injonction des États-Unis, avaient torpillé la UNASUR. Voilà. Bon, là, on voit que on reprendrait le chemin de l'intégration régionale avec d'autres mécanismes, avec des mécanismes différents qui permettraient que des changements de gouvernants n'entraînent pas la fin d'un projet d'intégration et de coopération suprarégionale. D'accord, donc voilà. Il y a vraiment une sorte de but, de dessein commun à toute l'Amérique centrale et du Sud, qui est vraiment de se rassembler ensemble, entre guillemets, autour surtout du Brésil qui fera, on en parlera je pense dans la seconde partie de l'interview, un pivot vers les BRICS. Mais est-ce que l'avènement d'un monde qui apparaît aujourd'hui complètement multipolaire n'a pas justement n'a pas agi comme un catalyseur pour cette prise d'indépendance de ces pays d'Amérique latine et du Sud? Si, alors c'est pas né d'hier, hein. Il y a eu plusieurs débuts, depuis le début des années 2000, il y a eu plusieurs politiques communes qui ont été faites au niveau de l'Amérique latine pour une meilleure intégration, pour faire naître aussi un monde multipolaire. Hugo Chavez, par exemple, a fait énormément pour le nouveau monde multipolaire. Lula, y compris dans ses premiers gouvernements, ont fait énormément. Je rappelle que sur impulsion de Lula, en premier lieu, de Hugo Chavez, donc l'ancien président du Venezuela, et de Muammar Kadhafi, donc l'ancien le leader de la Libye, s'était créé le Forum Asie-Amérique latine, qui regroupait tous les pays d'Asie et tous les pays d'Amérique latine dans un même forum. Donc, je crois qu'il s'est tenu 3 fois. Et je me rappelle en tout cas du forum en 2011 qui avait eu lieu au Venezuela sur l'île Marguerite, avec des discours déjà très forts des présidents.
Je me rappelle d'ailleurs du discours de Kadhafi qui allait être mis à mort quelques mois après. Le discours de Kadhafi en disant il faut qu'on arrive à faire des réseaux de communication sud-sud. Il parlait même d'une OTAN du Sud, Muammar Kadhafi. Et évidemment, c'était reçu, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était reçu avec beaucoup d'applaudissements. C'est-à-dire que, y compris, il y avait des gouvernements, on va dire, plus néolibéraux, plus coloniaux, tant en Afrique qu'en Amérique latine aussi à l'époque. Et pourtant, au-delà, on va dire, des différents, en tout cas économiques, il y avait un intérêt, y compris de tous les États, à ce qu'il y ait un renforcement des relations entre l'Amérique latine et l'Afrique. Si vous voyez une carte du monde, les deux continents se font face. Et c'est vrai, ce que soulignait Kadhafi d'ailleurs à l'époque dans son intervention, c'est qu'il y a très, très peu de voies de communication pour aller du Brésil, non, peut-être pas le Brésil, pour aller du Venezuela en Guinée, qui est en face, il faut passer par Paris, par exemple, ou par Madrid. Donc ça, évidemment, il y a un intérêt de blocs régionaux à ne plus dépendre de l'Occident pour pouvoir coexister entre eux et finalement faire marcher l'économie au service de leur peuple. Et donc, à ce niveau, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette collaboration? Est-ce que ça peut être couronné de succès totalement et rebattre totalement les cartes en Amérique ou au contraire, entre guillemets, moi, je pense est-ce que ça peut être… le chemin. Alors, j'ai pas fini parce que du coup, j'ai pas fini l'idée sur la question précédente, mais ce que je disais, c'est que ça vient de loin. Donc, effectivement, maintenant, à la lumière des derniers événements, du catalyseur, on va dire, qui a été le conflit ukrainien, du rapprochement à grands pas entre la Chine et la Russie, où on voit se matérialiser des échanges dans une autre monnaie que le dollar, où on voit aussi que commence à poindre des systèmes d'échange interbancaires qui ne passeraient plus par le SWIFT, etc. Donc, vraiment un autre monde en train de naître, comme je disais. Là, il y a certains pays qui, comme je vous le disais, ont commencé à travailler ça déjà depuis 20 ans, en tout cas, effectivement, qui là voient se transformer en choses concrètes. Et donc, cela accélère évidemment l'adhésion à ce nouveau monde, ce qu'on appelle le Sud global, et en tout cas, à ne plus accepter la tutelle et l'assujettissement par rapport à l'Empire américain. D'accord. Et du coup, quel est le potentiel d'une telle union? Est-ce qu'on peut avoir une idée du potentiel que ça aurait? C'est gigantesque. Alors là, je peux par exemple, je vais dévier un peu sur les BRICS. Donc les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pour l'instant. Donc c'est 42% de la population, 31,5% du PIB mondial. Donc vous noterez avec moi que ça dépasse le G7 qui est de 30,7%, et 30% du territoire. Donc là, vous avez une alliance avec 5 pays, qui est énorme. Il y a eu des demandes d'adhésion aux BRICS d'une douzaine de pays. Et vous allez voir que c'est assez varié. Les Émirats arabes unis, l'Indonésie, l'Argentine, le Mexique, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran, le Nigeria, le Sénégal, la Thaïlande et le Kazakhstan. Ça va aller très vite, très très vite. Et évidemment, quand vous êtes un pays d'Amérique latine, que vous voyez ça, que les mécanismes financiers, vous avez été en tout cas dépendant pendant très longtemps et encore un peu maintenant de mécanismes financiers qui étaient dirigés par l'Empire états-unien ou ses vassaux, en tout cas par le monde occidental. Quand vous étiez un peu trop rebelle, ce même monde occidental vous faisait un blocus, et notamment sur l'accès à la monnaie, le dollar, ce qui fait que vos pays passaient d'être florissants à recevoir un coup près total, comme il s'est passé contre Cuba ou contre le Venezuela. Donc, évidemment, quand vous voyez la naissance d'un tel bloc au niveau mondial, évidemment, vous accueillez ça
de la meilleure des manières. Mais pas seulement. Pas seulement. Figurez-vous que le premier pays où partent les exportations brésiliennes, c'est la Chine. Le premier partenaire commercial du Chili, donc du Chili qui a été gouverné par la droite néolibérale et, pour le coup, très pro-états-unienne pendant des années, et même encore maintenant, je dirais, le premier partenaire, c'est aussi la Chine. Donc, alors, vous allez me dire que le Venezuela est comme premier partenaire commercial de la Chine, ouais, d'ailleurs, on pourrait comprendre, d'accord, mais le Chili aussi. Donc, vous voyez que ça dépasse un peu les idéologies et les relations commerciales, non, dans un premier temps en tout cas, deviennent de plus en plus importantes, non seulement avec la Chine, mais avec d'autres pays du monde. Je pense principalement à la Turquie, je pense à l'Iran. Il y a eu une très belle phrase de celui qui est ministre actuellement des Affaires étrangères du Venezuela, qui, lorsqu'il était vice-ministre, donc vice-ministre des Affaires étrangères, dans une interview, je crois à l'Humanité, avait dit le fait que le Venezuela soit sous blocus des pays occidentaux nous a obligés à nous tourner vers le monde. Et le monde est très vaste et il est très beau. Vous voyez, donc c'est-à-dire que là, on va évidemment rentrer dans une période assez sombre, parce que je doute que l'Empire états-unien accepte sa décadence, en tout cas de manière assez simple. Et en tout cas, oui, on s'aventure petit à petit, en tout cas, vers une fin de l'hégémonie occidentale qui dure depuis 5 siècles. Ce n'est pas le cas avant, et après, ça ne sera pas le cas non plus. Voilà, ça a duré 5 siècles. Très bien. Et en tout cas, les premiers à tomber dans la disgrâce et dans la décadence sera évidemment l'Europe de l'Ouest. Les États-Unis sera le dernier à tomber là-dedans. D'accord, ben justement, ce qu'on dit fait écho à une question du chat. D'ailleurs, je me répète quelque peu en disant, voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je suis les yeux rivés sur celui-ci. Et justement, c'est l'occasion de retenir une question qui était posée par Chando, qui nous demandait si la montée des BRICS et la dédollarisation allaient apporter des opportunités pour les pays sous sanction des US. Très bien. Très bien. Pour Venezuela et Cuba. Donc, justement, on va parler de ça parce que, alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez. Ah ben non, si, nous sommes en direct sur Twitch. Donc, il ne vous a pas. Enfin, vous avez dû voir qu'hier s'est passé quelque chose de très important, qui a été le voyage de Lula, donc du président brésilien en Chine, et l'intronisation de Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil, comme présidente de la nouvelle banque de développement des BRICS. Alors, j'ai commencé en disant, il ne vous a pas échappé, mais si, en réalité, cela vous a échappé puisque vous êtes soumis à la propagande des médias occidentaux et que, évidemment, il n'y a pas une traître ligne là-dessus ou alors un entrefilet sans plus d'analyse et sans importance. Pourtant, c'est le monde de demain qui s'est joué hier. C'est pas mal, ça. Il faudrait que je le note. C'est pas fait exprès. Alors, blague à part, je vous ai dit il y a quelque temps que ça vient de loin. Cette réflexion, cette union de blocs régional, la coopération, mais aussi la coopération avec les pays du Sud global, etc., ça dure depuis 20 ans. Et là, on voit un peu, là, on passe à la vitesse supérieure. Et la chute de l'hégémonie occidentale aurait pu être prévisible depuis assez longtemps. C'est comme ça faisait 15 ans un peu plus même, que j'étais en Amérique latine, je voyais ce monde commencer à s'organiser. Et j'avais un peu, là, si vous avez vu Game of Thrones, la sensation, en toute humilité, bien évidemment, d'être dans la peau de Jon Snow, qui va de l'autre côté du mur et qui voit l'armée des morts et le roi de la nuit, et que quand il revient en Occident, on dit, vous savez, il y a des choses qui sont en train de s'organiser là-haut, et puis les gens sont en train de se batailler à Port-Royal ou quoi que ce soit. Alors évidemment, n'allez pas me faire dire ce qui n'est pas. Je ne considère pas le monde non occidental comme l'armée des morts. Mais en tout cas, dans la métaphore, c'était pour dire que ça s'organise depuis très longtemps. Et dans l'arrogance du monde occidental, c'était pas possible que la plus grande majorité des pays du monde, la communauté internationale, s'organise
n'est-ce pas? Et c'est ce qui est en place aujourd'hui. Et donc, hier, s'est tenu donc en Chine, donc l'ouverture du mandat de Dilma Rousseff à la tête de la nouvelle banque de développement des BRICS. Et alors, c'était intéressant puisque avant elle, depuis 2020, tout du moins, c'était aussi un Brésilien. C'était un Brésilien qui avait été nommé par Jair Bolsonaro, mais qui n'a pas fait grand-chose pour lutter finalement contre la globalisation néolibérale. Toutefois, on a pu voir qu'il ne l'a pas entravé, au tout du moins. Ils n'ont rien fait, non? Et là, effectivement, il y a eu des déclarations qui sont très fortes. Lula, donc, a dit hier, donc, le 12 avril, a dit « Tous les soirs, lorsque je me couche, je me demande pourquoi la plupart des pays du monde continuent à faire des échanges commerciaux en dollars alors que nous devrions créer notre propre monnaie. » C'est pas GG au PMU qui dit ça. Hein? C'est le président du Brésil, dont l'ancienne présidente est aujourd'hui à la tête de la nouvelle banque de développement des BRICS. Lula continue. Il dit « Je rêve que les BRICS puissent prêter de l'argent dans une perspective d'aider et non pas d'asphyxier les pays. » Là, c'est très important puisque cette nouvelle banque de développement, qui, pour l'instant, non, et alors, elle n'est pas embryonnaire, elle est plus qu'embryonnaire, mais pour l'instant, on va dire qu'elle est encore naissante. Donc, elle a comme membres les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, auxquels se sont joints en tant qu'actionnaires l'Uruguay, le Bangladesh, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Et nous verrons dans le futur qui s'associera à cette nouvelle banque de développement. Cette nouvelle banque de développement se veut comme une alternative au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Et c'est ça que dit Lula. C'est ça que dit Lula quand il dit « Je rêve que la Banque des BRICS serve à aider et non pas à asphyxier ». Parce que lorsque vous faisiez une demande de financement au Fonds monétaire international, celui-ci vous répondait « Il n'y a aucun problème, ça sera à 17%, plus 6% sur les intérêts de la dette, et vous devrez quitter votre femme, brûler un de vos enfants et vous couper le pied. » Et puis de l'autre côté, vous demandez à la Banque des BRICS « Bon, ben, ça m'ennuie un peu, là, les conditions que m'impose le FMI, et vous, c'est quoi? Ben, nous, c'est un prêt à 3%. » Ah, bon, d'accord. Alors, j'exagère un peu, évidemment, avec quitter votre femme, brûler votre gosse, etc., mais pas vraiment, en réalité. Les conditionnements de financement du FMI étaient liés à des processus de privatisation, des processus de démantèlement du service public, des processus d'atomisation de la société, qui étaient finalement des conséquences similaires à quitter votre femme et brûler votre gosse. Donc effectivement, si vous avez l'opportunité d'avoir le choix d'une banque de développement qui vous prête en ne vous imposant pas des conditions drastiques et coloniales, ben, je crois que ça va révolutionner le monde tel que nous le voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et Dilma, donc dans son discours d'intronisation, est allé encore plus loin, disait « Nous allons financer des projets en monnaie locale. » Excite le dollar, en monnaie locale. Et nous allons financer des projets dans les monnaies locales en favorisant les marchés nationaux. Bon, voilà. Donc là, il y a effectivement la colonne même de la domination états-unienne sur le monde qui est menacée, je dirais pas à long terme, hein, je dirais même à moyen terme. Et d'ailleurs, il y a eu une réflexion de Marco Rubio. Alors, Marco Rubio, c'est le sénateur de la Floride, et c'est vraiment le soldat impérial dans toute sa splendeur, non, ça, néolibéral, néocolonial, impérial, etc. Bon, Marco Rubio a fait une déclaration il y a une semaine dans laquelle il disait si les pays commencent à échanger dans leur monnaie et non plus en dollars,
nous n'aurons plus la possibilité de les sanctionner. Et sans les sanctions, qui ne sont pas des sanctions, qui sont en fait des mesures coercitives unilatérales, des blocus, des politiques moyenâgeuses, n'est-ce pas? L'Empire américain n'a plus aucun moyen de pression. Alors, il en aura encore en réalité. D'une part, il pourra toujours duper certaines élites ou s'assurer de leur fidélité par l'idéologie, la corruption, etc. Ou en coupant la possibilité que ces élites puissent avoir des approvisionnements en ressources naturelles autonomes. Nord Stream 1, Nord Stream 2, par exemple. C'est une des conséquences d'ailleurs de la guerre en Ukraine pour l'Empire américain qui, lui, est complètement autonome, tant au niveau des ressources, de la souveraineté alimentaire que de la souveraineté énergétique. Lui, il sera touché le dernier, on va dire, et je ne pense pas, juste une réduction par rapport à ce monde multipolaire sur des sujets, n'est-ce pas, auxquels on va remettre une couche de chaîne. Et les sujets en question sont ce que les médias occidentaux appellent la communauté internationale, qui ne sont en réalité que 40 pays qui suivent aveuglement les États-Unis dans toutes leurs entreprises guerrières ou déstabilisatrices. C'est l'Europe, encore plus l'Europe de l'Ouest d'ailleurs que l'Europe de l'Est, mais on va dire les pays européens, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Bon, voilà. Et à mon avis, les États-Unis vont se recentrer sur ce parti de la domination, puisque là, on le voit, non, avec le renforcement des coopérations sud-sud. Alors, je n'ai pas perdu le fil de l'Amérique latine. Hein. L'Amérique latine s'en bénéficie, bien évidemment, non. Le Brésil pense à commercer en yuan, n'est-ce pas? Il y a déjà, visiblement, des entreprises brésiliennes qui commercent déjà en yuan avec la Chine. Et le ministre de l'économie de Lula, Fernando Haddad, avait a travaillé pendant longtemps et notamment avait publié un texte l'année passée dans lequel il suggérait la création d'une monnaie commune en Amérique latine, commune, pas unique, hein, pas l'euro, une monnaie commune, donc pour favoriser les échanges au sein de la région, donc constituer un bloc d'intégration régionale, y compris monétaire et financier, et puis pourquoi pas échanger à travers de cette monnaie commune avec la Chine, avec d'autres blocs régionaux, d'autres puissances mondiales. Donc là, on voit comment tout s'imbrique finalement dans la constitution, dans la gestation à pas accéléré du nouveau monde multipolaire qui naîtra des cendres de l'Ukraine. D'accord, donc si on pouvait résumer ce que vous nous avez dit depuis le début, finalement, on assiste depuis 15 à 20 ans à une réorganisation des pays d'Amérique du Sud, disons, qui s'est couplée à un fait, la décadence de l'Empire américain, symbolisée par la guerre en Ukraine, et donc c'est quelque part le moment qu'ont saisi les pays d'Amérique du Sud, soutenus ou entretenus par les BRICS, pour se retourner, ou en tout cas choisir de changer leur fusil d'épaule. Tout à fait. Tout à fait. Et regardez, la constitution de bloc, alors je n'ai pas nommé, mais il y a aussi la communauté, alors oui. Je ne l'ai pas nommé parce qu'elle est aussi un petit peu à l'arrêt, mais la communauté des États latino-américains et caribéens, n'est-ce pas, la CELAC, qui a été créée en 2011, et donc qui est aussi un contrepoids à l'organisation des États américains. La seule organisation supranationale qu'il y avait sur le continent était l'organisation des États américains, appelée aussi le ministère des colonies des États-Unis. Et donc, cet organisme s'est complètement discrédité, non, en soutenant des tentatives de putsch contre des pays, justement, qui se rebellaient contre l'ordre imposé par Washington. Et la réaction des pays latino-américains a été « nous devons nous organiser sans
les États-Unis et leurs vassals canadiens. Et donc, vous avez noté que dans la CELAC, non seulement il n'y a pas les États-Unis ou le Canada, mais qu'en plus, la Chine est pays observateur. Alors, il y a des rencontres CELAC Union européenne aussi, mais c'est de moins grande envergure. La Chine est observateur et la Chine a intégré son projet de nouvelle route de la soie en Amérique latine conjointement avec la CELAC, c'est-à-dire la communauté des États latino-américains et caribéens. Alors, c'est un organisme jeune, il aura certainement l'occasion de mûrir, de s'ancrer encore plus. Je suis sûr et certain qu'à la chaleur d'échanges commercial ou de construction d'infrastructures sur tout le continent, sous l'impulsion des Chinois ou de puissances, de grandes puissances ou de puissances moyennes du nouveau monde multipolaire, cela va s'accélérer. D'accord, et donc pour finir sur le dossier Brésil, quel rôle pourrait-on donner au Brésil? Est-ce qu'il agit comme un pivot en Amérique latine ou est-ce qu'il est plus que ça, un réel pays, un réel moteur des BRICS? Est-ce qu'il est plus qu'un pays qui fait, j'allais dire du lobbying, non, mais non, du lobbying, non, c'est un véritable moteur des BRICS. Voilà, ouais, et surtout, je dirais presque un moteur politique, presque, aussi des BRICS. C'est celui qui, c'est par le Brésil que l'Amérique latine va devenir le moteur. Alors évidemment, il y a des très bons rapports avec les autres pays qui composent les BRICS actuellement. Il y a comme je vous l'ai dit, il y a une volonté d'élargissement des BRICS. Alors pour l'instant, il me semble que l'Argentine a émis le souhait de rentrer dans les BRICS, mais ça, effectivement, il faut que ce soit décidé par les 5 pays membres. Je crois que l'Arabie Saoudite et l'Iran sont prioritaires pour l'instant. Je ne sais pas, nous verrons, mais toujours est-il que même si les BRICS ne s'élargissent pas à tout le continent, on va dire, en tout cas, c'est sûr et certain que tout le continent profitera de cette nouvelle impulsion due à cet organisme supranational. D'accord, donc on assiste vraiment à une organisation limite mondiale autour d'une petite noyau qui était les BRICS, et oui, il y a un tas de supports autour du monde que l'on peut trouver. Hein. Exactement, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres associations. Hein. Il y a des associations, je pense à l'organisation de coopération de Shanghai, par exemple, bien évidemment. Je pense... alors, il y a d'autres, hein. Il y a le G7, par exemple, pour le camp occidental, le Quad, l'AUKUS, etc. Mais quand vous voyez les organisations qui se font, qui regroupent le plus grand nombre de pays, où il y a le plus de possibilités de coopération, de marché même, sont ces organisations qui naissent depuis le Sud global. C'est un changement de paradigme. Hein. Là, on arrive en bout de course d'une hégémonie qui a duré 500 ans. C'est historique ce qui est en train de se passer. Et je vous le dis depuis l'autre côté du mur. L'histoire s'écrit sous nos yeux et nous la regardons. Oui, tout à fait. L'histoire s'écrit sous nos yeux, là. Alors là, vraiment. Et en France, d'ailleurs, l'histoire s'écrit sous nos yeux et elle nous est limite cachée, j'ai envie de vous dire. Personne n'a connaissance, notamment, du changement de présidence à la tête de la banque des BRICS, entre guillemets. Personne ne l'a dit, ça, dans le paysage médiatique français. C'est assez dommage. Mais bon, hein. Un autre pays qui nous est assez caché. Pardon, excusez-moi, mais ne serait-ce que ça, lorsqu'il y a un changement à la tête du FMI, on en parle tout le temps, puisqu'en plus, généralement, c'est un Européen qui l'a. Donc, ça fait la une de tous les journaux. Là, il se trouve que c'est la Banque des BRICS, personne n'en parle, vous voyez. Non, c'est avec la Russie, hein, Poutine. Non, ça va au-delà de ça. Et oui, il y a une certaine cécité, une arrogance d'une Europe en décadence, et le réveil sera dur. Le réveil, effectivement, sera très, très dur. Et pour continuer sur le fait que les médias ne nous parlent pas de toutes les informations, hein, uniquement celles qui les intéressent, disons, qui servent leurs intérêts, eh bien, allons au Venezuela maintenant. Oui, alors attendez, juste avant d'aller au Venezuela, je voudrais juste ajouter un mot. Alors j'aurais dû, parce que je ne l'ai pas mentionné là, sur la guerre en Ukraine, mais ça a à voir avec les BRICS. Je rappelle que le président Lula, et d'ailleurs en Chine, là il est en train de rencontrer Xi Jinping, et c'est un des thèmes desquels ils vont parler, de voir si les BRICS, en tout cas un pays des BRICS, ne pourrait pas être un médiateur
dans la résolution du conflit actuel en Ukraine. Lula a fait une proposition, il a dit il faut que l'Ukraine reconnaisse la souveraineté russe sur la Crimée. C'est un premier préalable, après on va pouvoir essayer de s'arranger, etc. Que croyez-vous je veux dire, toute la partie du Donbass donc a voté son rattachement à la Russie, donc ces régions sont russes aussi. Vous pensez que la Russie a réagi de manière négative ou quoi que ce soit? Absolument pas, elle n'a rien dit. Ce sont les Ukrainiens, les extrémistes bandéristes, qui ont renvoyé Lula dans les cordes en lui disant « Certainement pas, nous irons jusqu'au bout à donner notre sang pour la Crimée ». Très bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en faisant ça, il refuse évidemment une solution de paix apportée par ce monde du Sud global qui va prendre une importance énorme dans les temps qui viennent. Et le jour où les États-Unis se retireront d'Ukraine, comme ils ont fait au Vietnam, en Irak ou en Afghanistan, en laissant un champ de ruines, eh ben, il sera trop tard. Je pense que des gens sages et avisés accepteraient un plan de paix, non pas concocté par les belligérants occidentaux, mais par des pays tiers, neutres du Sud global. Donc, vous voyez, là, de toute manière, ça fait référence au choc des civilisations de Samuel Huntington, quand il disait que ce sont des puissances de deuxième ou de troisième degré qui vont servir d'intermédiaire pour régler le conflit. Ah, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Et je ne pense pas en tant que choc de civilisation, parce que le Sud global, c'était l'exemple de civilisation. Très bien. Alors, comme je disais, continuons sur le Venezuela. Alors, dans votre site internet, lesderives.info, que je répète, n'hésitez pas à aller à vous rendre dessus. Sinon, vous pouvez aussi marquer Romain Migus dans votre navigateur et vous allez trouver, c'est le premier site, je pense, qui vous sortira. Le Venezuela, alors, il y a eu une campagne assez récente d'anticorruption dans le pays. Quelle ampleur cela prend-il? Qu'est-ce que cela implique également dans le pays? Oui, c'est assez gigantesque. Il y a eu, donc, c'est pareil, c'est pas du jour au lendemain, c'est plusieurs années d'enquête. Et parce qu'une chose est de dénoncer la corruption sur Twitter, n'est-ce pas? Autre chose est d'enquêter, d'amasser les preuves et de démanteler des réseaux qui pénètrent les plus hautes sphères du pouvoir. Non? Et c'est ce qui s'est passé au Venezuela. Il y a eu une opération main propre gigantesque qui a abouti avec la mise en examen de 67 très hauts fonctionnaires ou personnalités politiques ou membres du patronat et 55 personnes incarcérées jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Les enquêtes ne sont pas finies. Et donc, qui ont vraiment pénétré jusque dans l'industrie pétrolière, l'industrie lourde, l'intendance publique des crypto-monnaies et évidemment certaines personnalités politiques et des patrons qui, eux, blanchissaient cet argent. On parle de corruption à un niveau de 3 milliards de dollars. Donc, c'est énorme, n'est-ce pas, dans un pays qui, lui, connaît un blocus. Alors, le blocus, ce sont les États-Unis qui en parlent le mieux, du blocus contre le Venezuela. Je rappelle que John Bolton, en avril 2019, interrogé sur Univision, avait dit « Les États-Unis sont en train de faire comme Dark Vador dans Star Wars lorsqu'il étrangle lentement quelqu'un. » Voilà, donc acte. Thomas Shannon, ancien ministre des Affaires étrangères de Obama, avait dit « L'effet des sanctions contre le Venezuela sont comparables au bombardement de Dresde et de Tokyo à la fin de la guerre de 1945. » Donc, on a vu, c'est 300 000 morts à Dresde et plusieurs centaines de milliers à Tokyo, sans compter que ça dénature évidemment tout le tissu productif, industriel, etc. Et puis, évidemment, je pense à William Brownfield, qui a été pendant très longtemps l'ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Et William Brownfield qui disait « Nous avons entendu un peu avant de promulguer des sanctions contre PDVSA, mais nous sommes sûrs que cela va marcher, même si cela doit se traduire par la mort ou la misère de plusieurs dizaines de milliers de personnes. » Voilà. C'est très clair. Et c'est ce modèle-là qui est en passe
qui est en passe de péricliter avec le nouveau monde multipolaire. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce que pensent, par exemple, des Vénézuéliens conscients de cela, du nouveau monde multipolaire en gestation, ils applaudissent des deux mains, bien évidemment. Hein. Et alors, je dis ça pour ça parce que c'est un pays donc sous blocus, donc il y a moins accès. Nicolas Maduro l'avait dit selon les chiffres vénézuéliens, de chaque $100 que le pays percevait pour le pétrole avant le blocus, le Venezuela n'en reçoit que 1 aujourd'hui. Pour vous faire un ordre d'idée, non? C'est comme si vous aviez 1 000 € et vous viviez avec 1 000 €. Voilà. Non. Puis en plus, il faut que vous donniez à manger à votre enfant aussi. Vous avez 1 000 €, c'est pas facile, mais vous avez 1 000 €. Et puis du jour au lendemain, vous n'en avez plus que 10. Il faut maintenir le même niveau. Bon, c'est difficile, bien évidemment. Et donc, évidemment, la corruption, le sauve-qui-peut de certains bandits soifait encore plus le pays et puis exaspérait la population. Il y a une population qui, évidemment, même si elle s'est adaptée, même si elle est très résiliente, même si, y compris depuis 1 an et demi, la situation va un petit peu mieux, etc., eh ben, ne tolérait pas la vue de nouveaux riches en plein blocus. Et donc, la justice vénézuélienne a tapé au plus haut, hein, et donc ce sont des cadres, comme je vous dis, d'entreprises pétrolières, etc. Et ce sont certaines personnes liées notamment à un clan politique. Attendez, tenez-vous bien, parce qu'on parle de la dictature, le Venezuela est un État failli, blablabla, etc. Ce sont des personnalités, alors des hauts fonctionnaires pour la plupart, mais plus ou moins liés à un clan politique du chavisme. C'est-à-dire que la justice vénézuélienne a raison, tape dans des corrompus qui se disent chavistes ou révolutionnaires. Évidemment, ils ne le sont pas, ce sont des corrompus. Mais voilà. Et d'ailleurs, ça a été très bien perçu. Alors, ça a été très bien perçu par la population, évidemment. Vous pouvez vous imaginer. Alors, c'est très bien perçu par la population. Nous sommes dans une année préélectorale, puisque l'année prochaine, il y aura des élections présidentielle au Venezuela, non? Donc, évidemment, ça a certainement un effet. Mais ça a été aussi perçu chez les immenses corrompus de l'opposition vénézuélienne. Et au premier, Juan Guaidó. L'opération Guaidó, c'est 30 milliards de dollars qui manquent dans les caisses du Venezuela à cause de l'opération Guaidó, qui a fini par être une façade pseudo-légale pour piller le Venezuela par les grandes puissances. Oh putain! Pardon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'ai eu une coupure. Je me suis un peu exclamé, coupez ça. Et donc, des grandes banques occidentales, par exemple, ont retenu et retiennent toujours aujourd'hui 5 milliards de dollars appartenant au Venezuela. Non? La Bank of England retient 14 tonnes d'or appartenant au Venezuela. Des entreprises, Citgo, une entreprise du secteur pétrolier, a été confisquée par les États-Unis, c'est 8 milliards de dollars, etc. Et en ce qui concerne Juan Guaidó et sa clique de voleurs, ce sont plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été détournés seulement à leur profit. Et ils ne s'y sont pas trompés. Juan Guaidó sent bien le coup près se rapprocher de son coup, et donc a essayé de rameuter la solidarité de l'opposition, etc. Et puis la solidarité internationale, mais il ne l'a pas trouvée. Donc je pense que dans un temps futur, je ne sais pas si cela sera après les primaires, donc de septembre, fin septembre, non, ou octobre, de l'opposition au Venezuela, donc parce que Juan Guaidó va les perdre, évidemment, il a le soutien absolument de personne, y compris et surtout pas de son propre camp. Je ne sais pas si ça va être après cela ou après l'élection, mais en tout cas, je pense que son temps est compté. Non? Et en plus, là, la justice ne ferait qu'être impartiale, parce que ça énerve un petit peu les gens, et surtout dans le monde chaviste, que c'est très bien d'aller couper la tête de grands corrompus chavistes, enfin, ou qui se réclament du chavisme, mais il faut aussi couper la tête des très très grands corrompus de l'autre côté. Donc, l'histoire n'est pas finie. En tout cas, c'est une belle opération main propre, et on ne peut que féliciter la justice vénézuélienne d'avoir agi. D'accord, mais cette campagne d'anticorruption, on peut imaginer qu'elle est dirigée par le clan du régime au pouvoir, du gouvernement.
Mais justement, je voulais en parler un petit peu plus. On parle beaucoup du Venezuela en ce moment. En tout cas, on parle beaucoup plus du Venezuela qu'avant. C'est en partie, je pense, dû à Maduro, le président actuel. Qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de lui? Parce que nous, en France, en tout cas, on n'en entend pas du tout parler de ce gars. Alors, je suis Qu'est-ce pas qu'on peut sûr en qu'il y a dire? j'ai une justice. Enfin, je pense pas que ça soit le Maduro qui ait téléguidé les enquêtes ou quoi que ce soit. Je pense que la justice, pour le coup, a fait son travail, non? Et écoutez, il y a des choses aussi intéressantes parce que comme je vous le disais, les soutiens finalement. Je vous rappelle quand même qu'il y a 3 ans, alors 4 ans aujourd'hui, 40-50 pays, au maximum, il y a eu 50 pays, donc qui sont ces pays de la sphère occidentale, ou en tout cas vraiment vassaux des États-Unis, hein, ça n'a jamais dépassé les 50 pays sur 200, qui reconnaissaient Guaïdo. La France a eu un rôle d'avant-garde dans l'opération de changement de régime, d'avant-garde. L'ambassade de France au Venezuela était vraiment le lieu de conspiration et de réunion de l'opposition la plus radicale. Je rappelle tout de même que lorsque l'ambassadeur des États-Unis pour le Venezuela, mais qui était en Colombie, parce qu'il n'y a pas de relation entre les deux pays, est venu à Caracas pour se réunir avec tous les chefs de l'opposition, la réunion a eu lieu dans la résidence de l'ambassadeur de France. C'est à ce niveau-là. Hein. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez vu, donc, au dernier sommet pour le climat, Macron a organisé une rencontre avec Maduro, qui, tout sourire, évidemment, lui serre la main, etc. Et puis, donc, nous apprenons que, quelques années après, Macron fait une fois de plus un tour à 180 degrés. Je crois qu'on en avait déjà parlé, d'ailleurs, la dernière fois que je suis intervenu sur votre chaîne, de cette réunion. Mais toujours est-il qu'il y a quelques jours, l'ambassadeur de France au Venezuela est sorti sur la télé publique, sur une vidéo, à côté du ministre de l'Agriculture du gouvernement légitime et légal de Nicolas Maduro, faisant la promotion d'un camembert vénézuélien que l'ambassade de France aide à faire. Donc là, on voit, on passe du putsch au camembert, et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Donc, alors, je disais la France, parce que la plupart des gens qui nous regardent sont français et doivent avoir absolument honte du rôle qu'a joué la France dans cette affaire. Non ? Et alors, j'ai entendu aussi dire, oui, Macron a besoin de pétrole et c'est pour ça qu'il fait la paix avec Maduro. Mais pas du tout. C'est pas parce qu'il fait la paix et qu'il reconnaît Maduro qu'il aura du pétrole. C'est pas lui qui décide. C'est les États-Unis. Le blocus contre le Venezuela n'a pas bougé, ni contre Cuba d'ailleurs, n'a pas bougé d'un iota. Et c'est toujours les États-Unis, le département du Trésor, qui décident si, oui ou non, une entreprise pétrolière ou un cargo pétrolier a le droit de venir exploiter au Venezuela ou a le droit d'emporter du pétrole. Donc, ce n'est même pas pour le pétrole que Macron a fait ça, parce qu'il n'en aura pas une goutte. En tout cas, il n'aura pas une goutte sans l'autorisation des États-Unis ou sans le racheter 2 fois le prix à un pays tiers. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà. Et comme je vous disais, sur le Venezuela, la roue a tourné complètement. Et je pense que la roue tournera définitivement après l'élection de 2024. Alors, je vais vous donner un petit spoiler, mais alors vraiment que je ne vois pas comment Maduro peut perdre cette élection. D'une part, parce qu'il a un noyau dur très important, entre 30 et 40% de la population chaviste à mourir, des personnes du peuple qui s'organisent dans toutes les associations communautaires, alors communautaires de voisinage, pas le sens qu'on peut l'avoir en France, dans toutes les organisations de démocratie participative, les organisations de quartier, etc. Enfin, toute cette démocratie participative auquel le chavisme a donné naissance depuis maintenant 20 ans, etc. Donc, il y a un gros noyau dur. Et puis, surtout, en face, c'est vraiment le champ de mine. C'est le champ de mine. Il y a à peu près une trentaine de candidats
avec la promesse de primaire, mais qui se tirent dessus à boulet rouge, qui s'insultent, etc. Et surtout qui ont des électorats très distincts qui ne vont pas forcément se reporter une fois qu'il y aura un nom en commun. Et je pense qu'il n'y aura pas un nom en commun. C'est une désorganisation totale dans le camp de l'impérialisme américain. Et donc, je pense qu'après cela, Maduro retrouvera une légitimité au sein, y compris au sein du camp occidental. Parce que je rappelle tout de même que Nicolás Maduro n'a jamais perdu sa légitimité pour les 3/4 des pays du globe. Et y compris dans les instances supranationales. Sauf la Banque interaméricaine de développement. Mais sinon, dans toutes les autres, évidemment, c'est le Venezuela légitime, légal, l'État, l'institutionnalité qui a prédominé. C'était déjà, on voyait là tout ce que je vous ai dit sur le monde multipolaire. La crise vénézuélienne est exemplaire à ce niveau-là. Est exemplaire de comment le monde et le Sud global ne s'est pas laissé imposer une vision par l'Empire américain et ses vassaux. D'accord, eh bien, c'est parfait. Je pense qu'on peut clore cette fenêtre sur le Venezuela. Allons maintenant au Pérou, donc pas très loin. Allons au Pérou, où il s'est passé pas mal de choses, une révolte sociale de la part des campagnes surtout. Je vais vous laisser en parler, vous connaissez sûrement le sujet mieux que moi. Qu'est-ce qui s'est passé et en quoi cela va changer quelque chose, si ça devait évidemment changer quelque chose? Oui, alors c'est assez drôle parce que vous venez de dire quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez dit passons de Caracas au Pérou, c'est pas très loin. C'est quand même 5000 bornes. C'est quand même Paris-Moscou. C'est quand même très loin. Et non, mais c'est intéressant parce qu'on voit la grandeur et la diversité des pays qui peuvent se trouver, même s'ils font partie d'un même continent, non? Et oui, alors donc au Pérou, le président Castillo a été renversé à la suite de différentes trahisons et d'une pression des élites. Et depuis le mois de décembre jusqu'à mi-mars, il y a eu des blocages de routes, il y a eu une grève gigantesque parce que tous les jours des manifestations, le pays a été paralysé totalement pendant 3 mois et demi. L'élite et l'oligarchie ainsi que les transnationales minières ont eu très peur et ont perdu beaucoup d'argent. Et donc, ça s'est résolu dans le sang. Hein. Donc, l'armée ou la police a tiré à balles réelles et a assassiné 50 personnes. Il y a eu 1300 personnes blessées, 1800 personnes qui subissent des poursuites judiciaires. Donc, le gouvernement fantoche de Dina Boluarte, dont le destin manifeste est la prison, parce que quelqu'un devra payer pour les 50 personnes assassinées, et toute la chaîne de responsabilité désigne cette femme qui n'a aucun soutien. Elle a été mise là parce qu'elle cumule ambition démesurée et une bêtise sans fin. Donc, ce qui est un très mauvais cocktail en politique. Et donc, elle est là, et finalement, son destin manifeste sera la prison, ou le jour où tout le monde la lâchera. Mais toujours est-il que le Pérou a eu une grosse secousse, et puis c'est une secousse très profonde, parce que les gens sont entrés dans un processus constituant, en disant le pays subit une crise institutionnelle depuis des années, 6 présidents en 6 ans, 2 seulement ont été élus, et puis au-delà de ça, le pays ne va plus de soi. Il y a des clivages, d'énormes clivages qui défigurent la société péruvienne, et notamment le clivage Lima, l'intérieur du pays, les mines. Le Pérou est un pays excessivement riche, et les mines, notamment des mines canadiennes, suisses, états-uniennes, qui littéralement pillent le pays, chiliennes aussi, qui pillent le pays sans absolument rien laisser, en laissant évidemment une misère. Et donc les gens sont en train de penser, de réécrire leur charte suprême pour justement avoir un pays plus juste, plus égalitaire, plus souverain et plus digne. Et ça, le processus est lancé. Donc ça, à long terme, ça va être très difficile de contenir ce changement, même si le Pérou est une oligarchie très rance, issue du modèle colonial espagnol,
mais qui a, en fait, l'oligarchie créole a reproduit le modèle colonial, non, sans absolument rien changer. Je rappelle 2-3 petits chiffres comme ça. Jusqu'en 1969, 1969, pas 1569, 1969, 31% des Péruviens vivent en servage, donc sont des serfs, non, comme nous au Moyen-Âge. Donc voilà. Excusez-moi, en 1979, c'est 30% des citoyens des Péruviens qui étaient citoyens. 70% ne l'étaient pas. Donc il y a des grandes injustices. C'est un des pays les plus inégaux au monde. Et voilà. Alors, 3 mois et demi après, le mouvement rentre dans une nouvelle phase. Les manifestations se sont calmées, les blocages se sont calmés. Évidemment, parce que 3 mois et demi de mobilisation permanente, c'est difficile à tenir. Et là, on voit que les gens rentrent dans une nouvelle phase qui va être une phase, à mon avis, plus d'organisation politico-électorale. En tout cas, essayer de trouver des leaders, ne serait-ce que local, jusqu'à ce qu'émerge quelqu'un qui arrive à faire prendre un peu tous ces mouvements qui restent assez autonomes pour l'instant. D'accord, eh bien, parfait. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du public à présent. Oui. Je vais d'abord poser une première question très rapide, qui n'est pour le coup pas du public, mais autour du Chili, parce que j'aimerais qu'on en parle, mais très rapidement, avant de passer aux questions du public. Ce qui se passe au Chili, la chasse aux migrants qui est lancée, en quelque sorte, et le temps de travail qui est passé à 40 heures. Alors rapidement, en quelques phrases, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, quelle est la genèse de tout ça? Dites-nous. Alors le Chili, on nous avait annoncé il y a quelques années, après un grand mouvement social, que nous allons voir ce que nous allons voir. Le Chili allait avoir le meilleur président de toute l'histoire de l'Amérique du Sud, puisqu'il y avait un jeune universitaire qui avait donc pris la tête de l'exécutif, et puis avec un processus constituant. Alors, processus constituant qui était loué autant dans des médias, on va dire, classés très à gauche, que dans des médias mainstream comme Le Monde. Donc là, il y a un truc qui cloche. Hein. Ça, je peux vous dire tout de suite. Ça doit... Les gens avisés disent, oh là, il y a un truc qui cloche. Mais on nous avait dit que ça allait être la meilleure constitution, la plus progressiste du monde, etc. Bon. 1 an et quelques après, nous avons un clone de Macron à la présidence chilienne et la constitution d'Augusto Pinochet qui a été ratifiée dans les urnes. Bon, pas de quoi pavoiser pour le Chili. Hein. Et donc, le président chilien se contente de critiquer d'autres pays sur la scène internationale. Ça ne paye pas de mine. Ça évite de faire le boulot chez lui. Si ça vous rappelle quelqu'un, hein, c'est pas toute comparaison n'est pas raison, mais tout de même. Alors, il faut lui reconnaître aussi qu'il n'a pas de majorité au Parlement, donc ce qui n'aide pas à faire passer certaines mesures. Donc aujourd'hui, le Chili peut être considéré comme un pays de droite de plus hein, sur l'échelle continentale, avec l'Équateur, l'Uruguay et le Paraguay. Alors, effectivement, il y a eu un vote qui a fait baisser, donc ça c'est une victoire, hein, expliqué quand même, qui a fait baisser le taux horaire de 45 heures à 40 heures par semaine pour les travailleurs chiliens. Ce n'est pas une initiative du gouvernement, c'est une initiative de députés qui font partie du gouvernement aujourd'hui, mais lorsqu'elles étaient députées, avaient lancé ce processus législatif pour baisser le taux horaire par semaine, non? Et ça faisait 6 ans que c'était en négociation. Ça faisait 6 ans, et là, ça vient d'être voté. Donc, effectivement, on passe de 45 à 40 heures par semaine, de manière consensualisée, hein, avec le patronat, les syndicats, les gouvernements, les députés, les associations de travailleurs, etc. Très bien. Bon, alors, il faudra dire que ça va s'adapter de manière échelonnée dans le temps, et puis surtout que ça ne concerne que 37% des travailleurs chiliens qui vivent dans le travail formel. Donc, effectivement, même si pour le Chili, qui est le berceau du néolibéralisme dans le monde, c'est une petite révolution, il faut tout de même
la remettre dans son contexte, et surtout pour un pays qui ne voulait pas devenir le Venezuela, eh bien, il faut rappeler que les 40 heures par semaine, c'est en vigueur au Venezuela depuis 2011 et aussi en Équateur. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus un truc, quelque chose d'extraordinaire dans la politique latino-américaine. Voilà pour les 40 heures par semaine. Alors, pour les migrants, ben, bon, c'est assez rigolo parce que Boric donc, épouse toutes les causes progressistes dans le monde, hein, depuis donc, la défense, enfin, en tout cas, l'espace donc, de défense LGBTI, trans, machin, et notamment donc, l'écologie et aussi la défense des migrants. Sauf que ben, il subit aussi un grand flux migratoire, notamment de Vénézuéliens qui ont fui leur pays à cause des conséquences du blocus, non, et de la baisse drastique de la qualité de vie, qui sont partis sur tenter leur chance dans d'autres pays, et notamment au Chili, et puis par les migrants boliviens. Bon, très bien. Et le problème, c'est que pour régler ça, Boric a critiqué la Bolivie et le Venezuela de ne pas s'investir pour l'aider à résoudre le problème de la migration. Il ne va pas tarder à rejoindre Zemmour, le Boric, à mon avis. Mais toujours est-il qu'il y a une légère hypocrisie, puisque c'est un grand critique du Venezuela. Donc, ça, c'est toujours peu aisé d'aller faire de l'ingérence contre un pays, puis de l'appeler à l'aide. Pas facile, non? Et en ce qui concerne la Bolivie, il n'y a pas de relation diplomatique depuis 1978, parce que vous savez qu'il y a un bis-bis sur l'accès à la mer, notamment de la Bolivie, par rapport à des territoires anciennement péruviens, mais qui sont chiliens maintenant. Voilà, donc, ça va être, à mon avis, un cul-de-sac, et donc nous verrons un peu si ça module ou pas sa position sur les flux migratoires. D'accord, eh bien, très bien. On va fermer cette partie de l'interview. Passons maintenant aux questions du public. Passons maintenant aux questions du public. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, certains points que l'on n'aurait pas évoqués, eh bien, n'hésitez pas. Posez ces questions dans les commentaires. Je suis les yeux rivés sur l'espace commentaire, sur l'espace du chat. Donc n'hésitez pas. Première question de Mister Poutre. Vu leur modus operandi en Afrique ou même en Grèce, les Chinois ne vont-ils pas simplement manger la laine sur le dos des pays sud-américains? Non, alors ça se fait pas évidemment les échanges. Il y a une partie dans le commerce où à un moment donné, il faut que les deux soient gagnants. Sinon, c'est évidemment pas bénéfique. Mais c'est surtout par rapport, il faut bien voir l'empreinte coloniale des États-Unis en Amérique latine. C'est vraiment énormément d'ingérence, non, dans les pays en question. Et dans les pays d'Amérique latine, aujourd'hui en tout cas, dans la plupart, c'est des gouvernements qui ne sont pas prêts à laisser brader leur souveraineté, non, et qui sont prêts à négocier. Je crois que ce n'est pas forcément le cas en Afrique ou en Grèce. Donc ça, c'est une différence de poids. Les gouvernements ne sont pas les mêmes, non, et la négociation n'est pas la même non plus. Et effectivement, ça va pas. Il y a certains problèmes aussi, hein. Par exemple, problème de produits manufacturés. Lorsque certains pays veulent mettre des barrières protectionnistes pour éviter l'entrée de produits manufacturés, notamment chinois, ben les Chinois font pression parce que c'est un débouché commercial. Et effectivement, là, il va falloir trouver des systèmes pour que les industries, en tout cas les petites et moyennes industries des pays latinos puissent se développer tout en conservant cet échange avec le mastodonte chinois. Et c'est là où, par exemple, l'intégration régionale est une porte de sortie positive. D'accord, super. Justement, petite question qui n'est pas vraiment dans le sujet. Combien y a-t-il de bases militaires américaines en Amérique du Sud? Environ.
Ah, vous me posez une colle, j'en sais rien. Sur toute l'Amérique du Sud, j'ai pas le chiffre en tête. Enfin, Vincent Briand, non, mais tu regarderas sur ce que vous Internet, dites, du coup. excusez-moi. Non, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on peut regarder effectivement. En revanche, en Colombie, c'est 13. Et au Pérou, par exemple, les États-Unis ont accès à 8 bases militaires. Et ils ont aussi, petite chose à part, mais ils ont aussi un biolaboratoire au Pérou. C'est le seul sur le continent latino-américain. D'accord, eh bien, je reprends tout de suite une question de Vincent qui vient de nous poser cette question. Le Salvador a comme monnaie officielle le Bitcoin. Est-ce que ça a eu des effets positifs depuis 2 ans ou pas? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, parce qu'en plus, au moment où Bukele a lancé l'officialisation du Bitcoin comme monnaie officielle, alors ça, il l'avait pas prévu, évidemment, mais le Bitcoin a subi une énorme baisse. Et donc, je pense pas que ça ait changé grand-chose. Mais je vais dire quelque chose, peu importe. Que voulait faire Bukele en prenant le Bitcoin? En réalité, on a fait beaucoup de ramdam par rapport à ça, mais le Venezuela aussi avait déjà fait une tentative là-dessus, non? Alors lui, par contre, à la différence de Bukele, c'était une monnaie publique, une crypto-monnaie publique, le Petro, non? Dans le cas de Bukele, la monnaie officielle du Salvador, c'est le dollar. Donc Bukele n'a absolument aucune souveraineté monétaire et financière. Non, le Salvador, pas Bukele, n'a aucune souveraineté monétaire. Et donc, l'idée d'introduire une autre monnaie, eh ben, ça pouvait essayer de compenser ou d'essayer de tirer de l'argent ou de créer de la richesse monétaire, enfin de la richesse non d'ailleurs, mais d'essayer de certains financements ou même recevoir des transferts d'argent depuis le Nord en Bitcoin directement sans passer par le dollar, essayer un peu d'échapper à la chape de plomb du dollar. Donc finalement, qu'est-ce qu'essayait de faire Bukele? Bukele, je pense qu'il serait très content d'avoir à côté de la monnaie du Salvador qui est le dollar, d'avoir une monnaie commune, par exemple, latino-américaine. Et on revient sur ce qu'on disait juste avant. D'accord, donc c'est comme un symbole en fait de l'indépendance retrouvée finalement des pays. Oui. D'accord. Très bien. Question de DA-Augusta. Comment évoluent les cultes en Amérique du Sud? Est-ce que ça se tasse avec la modernisation? Les évangélistes continuent-ils de croître en influence? Oui. Non, il n'y a pas de tassement. Ce sont des peuples très spirituels. Et effectivement, c'est des peuples chrétiens pour la plupart, catholiques encore majoritairement, mais effectivement concurrencés par l'explosion de plusieurs sectes évangélistes et par les églises protestantes. Et non, il n'y a pas de... C'est pareil, je parle de manière générale. Évidemment, si vous prenez pays par pays, vous allez trouver des pays où il y a plus d'athées, par exemple, je pense paradoxalement d'ailleurs, mais aux pays du cône sud, Argentine, Uruguay. Mais effectivement, l'Amérique latine est un pays très spirituel. Est un continent, pardon, un pays, qu'est-ce que je dis? Un continent très spirituel. D'accord, très bien. Peut-on craindre des opérations de déstabilisation, comme Condor 3.0, qui utiliseraient les cartels de la drogue et autres mafias pour créer des situations politiques délétères et donc, quelque part... Oui, mais ça, c'est déjà en route en réalité. Ça, c'est déjà en route. Nous l'avons vu. Alors, le bastion pendant des années a été la Colombie, non? Avec l'uribisme donc, au pouvoir. Donc, depuis Alvaro Uribe, l'ancien président, qui avait connecté le monde de la drogue avec le monde politique, avec une partie du monde judiciaire et avec la mafia. Et notamment, on avait pu voir, la Colombie était le plus gros exportateur de drogue au monde. 72% de la production de cocaïne est colombienne. Et c'était aussi le plus grand exportateur de mercenaires et d'assassins au monde. Et on se rappelle comment des mercenaires ou des paramilitaires colombiens se sont retrouvés au Venezuela à essayer de tenter des putschs contre Chavez d'abord, puis contre Maduro ensuite, et puis comment ce sont des mercenaires colombiens qui ont été assassinés
l'ancien président d'Haïti, Jovenel Moïse, dans son sommeil. Donc on voit bien qu'il y a une confluence. Et surtout, et là c'est intéressant, c'est que cette caste politique néolibérale à mourir et néocoloniale, généralement, est soutenue par les cartels de la drogue. Et ça, on peut le voir en Honduras, où l'ancien président, donc issu in fine du coup d'État contre Mel Zelaya en 2009, est aujourd'hui emprisonné aux États-Unis, non, pour trafic de drogue. Le cas de la Colombie significatif, Uribe est une des têtes des cartels. Avant López Obrador, le lien entre eux, d'ailleurs, il y a aussi une affaire là-dessus, hein, le président López Obrador a demandé à faire la lumière sur les participations de l'État mexicain avec les cartels. C'était vraiment des narco-États. L'Équateur d'aujourd'hui est un désastre, est un État failli où règnent les cartels et une guerre de cartels mexicains, donc le cartel de Sinaloa et le cartel de Jalisco, nouvelle génération, qui se font la guerre avec des cohortes de morts dans le pays. L'Équateur, en une dizaine d'années, à partir de la trahison de Lénine Moreno et la présidence de Lasso, est passé d'un État des plus prospères et des plus stables au niveau économique et social à un État failli. C'est une catastrophe. Et oui, effectivement, c'est une carte de l'Empire que d'utiliser des groupes illégaux, n'est-ce pas, pour des opérations de déstabilisation. Et je crois qu'on peut le dire. Alors, je vous renvoie, si le thème vous intéresse particulièrement, je vous renvoie, je vais faire un petit peu de pub, sur le site lesdeuxrives.info, dans la web TV, il y a une vidéo qui touche, donc qui dure 40 minutes ou un truc comme ça, qui touche exactement ce point-là de l'utilisation des cartels pour finalement faire un Daesh latino-américain basé sur les cartels de la drogue ou les bandes qui gravitent autour du trafic de drogue. Donc oui, bien sûr, et ça existe. Ça existe. Et c'est une menace pour tous les gouvernements progressistes, ou en tout cas qui ont envie d'échapper à la ligne de Washington dans la région. Parfait. Nouvelle question de Stéphane Chamignon. Que pense-t-on en Amérique latine de l'affaire Assange? Alors, que pense-t-on de l'affaire Assange? Je vous rappelle tout de même que Assange avait obtenu l'asile à l'ambassade d'Équateur, donc sous la présidence de Rafael Correa. Non, donc, effectivement, l'Amérique latine était au premier rang, non, je dirais presque, de l'affaire Assange. Généralement, juste avant, je vais dire que le président mexicain s'est prononcé en faveur de Julian Assange plusieurs fois. Et donc, on retrouve en fait la même dichotomie, c'est-à-dire dans la partie de gouvernants de pays qui sont en rupture avec l'ancien ordre mondial dominé par Washington, évidemment qu'il y a un soutien pour Julian Assange, non? Et dans la partie infime, et on voit disparaître, mais pas facile, et qui ne disparaîtra pas comme ça sans soubresaut et violence, de parties encore attachées au modèle colonial nord-américain. Effectivement, au mieux, on n'en parle pas. Au pire, on l'accable dans certains médias, mais même plus aujourd'hui. D'accord, c'est intéressant de voir ça. Dernière question. Un peu comme en Europe, hein, sauf qu'en Europe, oui, le rapport totalement, n'est pas forcément le même. Oui, c'est totalement porcelain. Dernière question, on finira là-dessus, à part si une dernière question nous arrive dans le chat, de Mega Duanra. Historiquement, y a-t-il déjà eu des guerres entre les pays d'Amérique du Sud? Bien sûr, énormément, et très grave, énormément. On pense à la guerre du Pacifique entre justement entre la Bolivie, Chili, Pérou. On pense j'ai plus le nom, entre le Paraguay et le Brésil, si ma mémoire est bonne, qui a donné un truc je crois que c'était 30% des hommes paraguayens qui en sont morts. Le Paraguay s'en est jamais remis quasiment. Non, bien sûr qu'il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres assez récentes. Hein. En 1995, une guerre entre le Pérou et l'Équateur, par exemple, sur des thèmes frontaliers. Et puis, il y a des guerres de basse intensité
jusqu'à l'élection de Gustavo Petro, il y avait une guerre de basse intensité entre la Colombie et le Venezuela, par exemple. Est-ce que ces tensions ont quelque chose à voir aujourd'hui dans les politiques? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve une sorte de guerre froide entre quelques pays qui serait... Ah, on a perdu Romain. Ah, c'est bon, Romain est revenu. Est-ce que ces tensions ont quelque chose à voir, vous me disiez? Oui, pardon, on vous a perdu quelques secondes. Est-ce que ces anciennes guerres, ces anciens conflits, se retrouvent aujourd'hui dans les politiques que se livrent différents pays? Ça dépend du conflit. Ça dépend du conflit. En ce qui concerne, par exemple, le conflit péruvien-équatorien, qui, à ma mémoire, est le plus récent en tant que guerre ouverte, hein, je ne parle pas de guerre larvée comme le colombo-vénézuélien, non. Des vieilles guerres ont encore des conséquences, puisque la Bolivie, par exemple, n'a pas de relation diplomatique avec le Chili, entre autres pour le problème de l'accès à la mer. Et puis, dans le cas, l'Amérique latine est un continent qui vraiment, comment dirais-je, a fait le pari de la paix. Hein. Les rendez-vous du lundi, n'hésitez pas. Il y en a un qui arrive ce lundi. Je n'ai pas sur ma fiche le thème, donc je ne pourrais pas vous le dire, mais je vous enjoins à rejoindre le site du Cercle pour le voir. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site internet de Romain, lesdeuxrives.info, à taper Romain Migus sur votre navigateur aussi pour voir tout ce qu'il peut faire. Il est auteur, hein, donc il y a des tonnes de contenu à regarder. Il y a la web TV qu'il a évoqué tout à l'heure également, donc tout ça, vous pouvez le voir sur le site, encore une fois, lesdeuxrives.info sur internet. C'était Victor. Romain, un dernier mot très rapide pour conclure ou pas? Eh ben non, écoutez, merci à vous et n'hésitez pas à commenter, à aller sur le site, comme vous a dit l'ami, et puis à une prochaine. À une prochaine, merci à vous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.